Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Marie, bibliothécaire spécialisée dans la littérature adolescente et jeune adulte dans les médiathèques de Boulogne-Billancourt. Et je suis Colline, directrice adjointe des médiathèques de la ville, et avant, je travaillais dans l'édition. Aujourd'hui, on va vous parler d'un genre littéraire qui a le vent en poupe, mais qui souffre un peu de son image, la romance. Toutes les deux lectrices de romance, on souhaite profiter de ce temps ensemble, non pas pour vous convaincre, mais pour mettre à l'honneur ce genre qui peut parfois être sous-estimé. Et on va se demander notamment pourquoi la romance souffre de cette mauvaise image. Les principaux reproches qui lui sont faits, c'est une fin prévisible, une héroïne mièvre et une faible qualité littéraire. On reviendra sur ces points au cours de l'émission, notamment pour apporter quelques contre-arguments. Et croyez-moi, on en a. Avant d'entrer un peu plus dans les détails croustillants, on va vous passer un premier morceau qui résume finalement le message global des livres de romance, All You Need Is Love des Beatles. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. La romance, c'est un genre qui a eu un essor énorme outre-Atlantique. Du coup, il y a pas mal de termes en anglais qui ont été repris à l'identique en français. On préfère vous prévenir, mais évidemment, on va tout vous traduire. Le succès, on le connaît aussi en France depuis plusieurs années. Et on le voit notamment, nous, en médiathèque. Moi qui travaille à la médiathèque Landowski et toi au trapèze. Oui, mais de toute façon, de manière générale, on voit l'intérêt qu'il y a de la part des lecteurs qui viennent nous voir pour des recommandations et aussi pour savoir si, tout simplement, il y avait un rayon spécialisé, vraiment séparé, où ils pouvaient directement se rendre, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Moi, je trouve que ça fait vraiment 2-3 ans qu'on le voit, et particulièrement vers les jeunes lecteurs, je dirais la vingtaine, qui venaient moins en médiathèque, ils reviennent et justement un peu pour trouver ce genre-là auprès des structures. Nous, à la médiathèque Landowski, on a vraiment 2 personnes qui sont dédiées à l'acquisition des romans, enfin des romances, qui font pas que ça, mais qui s'occupent de ce fonds-là. Et autant on a des sections particulières où sont rangés les romans policiers, les romans de science-fiction, on n'a pas encore vraiment d'endroit pour la romance, mais on les met quand même en évidence. Et on sait que c'est vraiment, ça circule quoi. Les gens ils viennent emprunter, ils demandent, ils ont certains auteurs vraiment qu'ils apprécient. Et tout ça, on le voit dans les chiffres. Donc, petit moment chiffre, selon le rapport 2023-2024 du Syndicat national de l'édition, la romance, c'est 2,1% du chiffre d'affaires global. Et ça fait à peu près 3 milliards d'euros et 3% des exemplaires vendus. 7,6 millions d'exemplaires vendus l'an dernier selon GfK, qui est un peu l'institut de sondage pour les livres. C'est de la romance, dont 2,7 millions d'exemplaires de plus rien qu'entre 2023 et 2024. Donc il y a vraiment un emballement dans un contexte économique où l'industrie du livre est globalement affectée par l'inflation. C'est un segment de marché qui a même permis d'atténuer la baisse générale de vente de livres. Il y a même des librairies de romance qui se sont ouvertes, il y en a de plus en plus. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Paris. Hier d'ailleurs, je crois. Il y en a plusieurs dans les grandes villes qui s'ouvrent. Moi, j'ai été à Caen. Il y en a même 2 qui se sont ouvertes à Caen. C'est incroyable justement d'avoir des librairies qui poussent comme ça sur ce sujet. Mais c'est parce qu'il y a une vraie demande de la part des fans. Et qui du coup deviennent aussi des sujets de romance. Donc la boucle est bouclée. Oui, c'est ça. Et donc on voit aussi une extrême concentration sur les 100 titres populaires qui sont écrits par notamment les Françaises C.S. Quill, Emma Green, Morgane Moncomble. Il y a l'Algérienne Sarah Rivens ou les Américaines Colleen Hoover et Emily Henry. Évidemment, chaque genre a ses auteurs phares et voilà, la romance ne fait pas exception. C'est des stars qui vendent à chaque nouveau titre entre 200 000 et 1 million d'exemplaires rien qu'en France. Ce succès, il se constate aussi dans les ventes numériques, donc des livres numériques et les livres audio. Ça peut être jusqu'à 20% des ventes sur certaines plateformes. On se retrouve après un petit intermède musical, Brooklyn Bridge, d'Alex Baupin, la bande-annonce originale des Chansons d'amour, le film. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous venez d'écouter Brooklyn Bridge d'Alex Baupin, tiré du film comédie musicale Les Chansons d'amour. Et vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Et aujourd'hui, on vous parle de la romance. Et on va maintenant vous parler de comment nous, on en est arrivé à
à devenir des lectrices de romance, les ouvrages par lesquels on a mis le pied à l'étrier. Personnellement, j'ai commencé à en lire très jeune, mais parce qu'on trouve de la romance partout et très facilement sans même s'en apercevoir, que ce soit dans les contes pour enfants comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant, ou dans la littérature contemporaine pour adolescents. À l'époque, j'avais lu une série que m'avait passé une copine qui s'appelait Toi plus moi. Ouais. Oui, mais le titre est sans équivoque. Hein. Et aussi la littérature classique, Jane Austen, Jane Eyre, la princesse de Clèves, parce qu'en fait la romance elle peut se mêler à d'autres genres. Une histoire d'amour peut naître entre deux personnages au cours de leurs aventures. Bref, au début je lisais de la romance parmi d'autres dizaines de bouquins. C'était un petit peu ce qui me tombait sous la main. Et c'est plutôt à l'âge adulte que mes choix se sont affirmés et affinés. J'ai commencé à lire du Sophie Kinsella, classique. Et maintenant, j'ai mes autrices favorites, principalement anglo-saxonnes, comme Abby Jiménez, Emily Henry ou Catherine Center. Mais je continue à lire d'autres genres aussi. C'est rigolo parce que quand tu as dit Sophie Kinsella, ça m'a tout de suite rappelé une époque où en fait j'avais l'impression qu'il y avait moins de romances dans l'édition, en tout cas en librairie, j'en à part Harlequin facilement. Et oui, du coup, c'était la série vers qui tout le monde se tournait, quoi. Oui, ça m'a rappelé quelque chose juste à l'instant. Là. Et c'était la collection Piment, je crois, chez France Loisirs, parce que ma grand-mère était abonnée, mais elle se commandait jamais de livres, donc je pouvais moi commander les livres que je voulais, et c'était ça, c'était la collection Piment. Et de mon côté, oui, ça a commencé assez tard en fait de lire de la romance. Au début, je m'intéressais vraiment plus à tout ce qui était univers fantastique, de fantasy, un besoin un peu d'aérer mon esprit, je ne sais pas. Et finalement, en fait, la bascule, elle a été faite, je dirais, lors de mon entrée en première, où j'ai commencé à faire option littérature, et je m'étais vraiment impliquée dans la liste de recommandations de mon professeur. J'avais envie d'être la bonne élève, tu vois, la bonne élève, celle qui a vraiment lu tout le programme avant. Et donc cet été-là, j'ai découvert une facette très fleur bleue de ma personnalité. Et j'ai été attirée par les romances de Jane Austen, des Sœurs Brontë, de Thomas Hardy, et aussi de Daphné du Maurier. Mais vraiment, toi, tu te souviens le moment où tu as lu ces livres-là? Parce que moi, j'en ai un souvenir, genre le lieu, je sais exactement où j'étais. Ouais, c'est fou. Très bien. Ouais. Et c'est vraiment, et je pense que j'avais déjà une passion pour la lecture, mais j'avais pas une passion déjà pour la littérature. J'avais vraiment juste, j'avais envie de lire des livres qui me détendaient. Voilà. Et là, je me suis vraiment imprégnée et j'ai compris ce qui m'intéressait dans la lecture aussi. C'était les personnages, le développement des personnages. Et ça, c'est marrant, ça marche aussi dans les films. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, d'avoir des personnages vraiment très développés, profonds et complexes, plutôt qu'une histoire complexe. C'est toujours je comprends. ce truc qui me plaît le plus. Et bon, bref, en tout cas, j'ai réalisé que les romances, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que les romances, c'était pas que des niaiseries, et que, au contraire, bien construites, avec des bons personnages bien développés et profonds, une histoire d'amour, franchement, ça pouvait tenir un roman, même sur 300, 400, 500 pages. Des fois, on lit des romances, elles font 500 pages, il se passe rien d'autre que la romance, mais comme il y a le développement des personnages, leurs histoires à côté, etc., et ça peut être vraiment une lecture bouleversante, quoi. Et aujourd'hui, j'en lis toujours, surtout l'été. Alors l'été, c'est vraiment mon petit plaisir de vacances, comme beaucoup de gens, je pense, mais particulièrement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sorties en romance l'été, donc c'est peut-être lié aussi. Oui, je pense que on a été grillés. Et j'ai réalisé que j'avais aussi besoin de varier les genres, même si les histoires d'amour, elles sont présentes dans tous les genres, donc on n'est jamais bien loin. Et je reviens toujours avec plaisir à mes lectures réconfort, qui sont les romances contemporaines. Et c'est marrant, tous les ans, j'ai ce petit rituel de relire un des classiques qui m'a tant inspirée justement quand j'étais plus jeune. Donc là, cette année, j'ai relu Rebecca de Daphné du Maurier. Une histoire d'amour très complexe. Et il faut que je confesse que je ne l'ai jamais lu. Ah t'aimerais beaucoup. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, quand je le dis, il y a plein de gens qui me disent « Mais non, mais c'est pas une histoire d'amour. » Ça pourrait passer limite pour un pas policier, mais thriller. Oui. Mais moi, c'est comme ça que je le voyais. Ouais, mais il y a quand même... au fond, une histoire d'amour qui est très complexe et très emblématique. Okay. Et qui a ouvert aussi la porte à plein d'autres artistes. Il y a eu beaucoup de... Colleen Hoover a fait un roman, Verity,
qui est... c'est basé sur ouais, ça. C'est basé de Rebecca. Et il y a même des chanteuses, une de mes chanteuses favorites, Taylor Swift, elle s'est inspirée pour une de ses chansons de Rebecca de Daphné du Maurier. Et c'est d'ailleurs le titre que l'on va écouter par la suite. Donc c'est Tolerate It. Et donc où elle parle de la difficulté de l'héroïne d'essayer de faire au mieux, d'impressionner son mari, mais en fait lui qui ne fait que la tolérer. Voilà, bonne ambiance et bonne écoute. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes avec Colline et Marie et vous venez d'écouter Tolerate It de Taylor Swift. Donc on vous parle de la romance, qui est un genre très vaste. Et là, on va vous parler un petit peu du public, de ses lecteurs et de ce qu'ils recherchent. Alors, on a une étude de Babelio. Babelio, c'est un site, je pense que tu connais, toi, tu l'utilises. Oui, moi je suis dessus. Ouais. Comment on pourrait appeler ? J'ai pas envie d'appeler ça un réseau social, mais c'est un site sur lequel on peut répertorier toutes nos lectures. Ouais, c'est une communauté de lecteurs, les gens partagent ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé, ils laissent des avis. Et donc, ils ont fait une étude, ils ont interrogé les lecteurs de romance, plus de 7000 lecteurs. Bon, sans surprise, le lectorat, il est quasiment exclusivement féminin, à 94%. Donc ça fait quand même 6% de lecteurs 6% de masculins. Et la majorité des lecteurs, ils ont entre 15 et 44 ans, même si en fait il y a des lecteurs à tous les âges. Généralement, ce sont des bibliophages, donc des gens qui lisent beaucoup, 1 à 2 livres par semaine, parfois plus, et qui lisent des choses très variées. Donc pas juste de la romance, c'est des gens qui lisent vraiment beaucoup de choses. Il y en a que 4% qui lisent que de la romance. Et enfin, nous, je pense que c'est notre cas aussi. On lit pas du tout que ça en fait. Oui, puis même autour de moi, je le vois, ceux avec qui je parle de romance en général, ils lisent aussi beaucoup de livres, même de la rentrée littéraire, ou alors des polars. Enfin voilà, il y a une vraie mixité dans le goût. Ouais, une vraie diversité. Ouais. Mais nous, si on vous parle de la romance, c'est parce qu'on pense qu'il faut défendre le genre. Voilà. Alors que les autres, ils n'ont pas besoin d'être défendus. Et donc, dans la romance, je vous ai dit que c'était un genre assez vaste. Et en fait, il y a aussi des sous-genres. Mais comme on le voit dans d'autres domaines, dans les policiers avec les cozy crime ou les thrillers, ou enfin voilà, plein de choses comme ça. Dans la romance, de la même façon, vous avez alors des genres un peu traditionnels comme la comédie romantique, la romance historique, il y a des romances policières aussi, et puis il y a des genres plus récents, des sous-genres plus récents, comme la romantaisie, qui est au croisement de la littérature fantastique et de la romance, donc avec beaucoup d'action et d'aventure. Mais principalement de la romance. Voilà. Et puis il y a aussi de la dark romance, par exemple. C'est des romances assez torturées, avec souvent des relations d'amour qui ont une base pas vraiment saine, même plutôt franchement toxique, et c'est la raison pour laquelle nous, personnellement, on n'en achète pas dans les médiathèques. Ouais, c'est toujours un sujet qui revient, qui est à la fois intéressant et à la fois compliqué à défendre, la dark romance, parce que c'est une volonté des lecteurs d'en lire. Alors, nous on dit toujours l'important c'est de lire. Oui, c'est vrai que l'important c'est de lire. Après, c'est souvent des lecteurs, nous, ceux qui viennent nous voir pour en avoir, c'est souvent des lecteurs assez jeunes, donc, qui n'ont pas encore complètement une idée de ce qu'est une relation amoureuse saine. Et donc, je dis pas que forcément lire ce type de livre, ça va leur donner des idées, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dommage, et donc c'est assez compliqué à défendre, et je comprends leur intérêt et leur curiosité, mais à mettre dans les mains de certains publics, voilà. C'est un débat qui a beaucoup fait parler, en tout cas l'année dernière. Il y a beaucoup d'articles sur ce sujet dans les magazines professionnels. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux aussi, des gens qui travaillaient avec des collégiens et des profs qui posaient la question, des documentalistes de CDI qui disaient mais ils me demandent d'acheter ça, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, je trouve que on n'a pas de réponse, hein, c'est juste une discussion, je trouve, qui est importante à avoir, et juste à savoir que ce genre existe, pas non plus se mettre des œillères. C'est compliqué, mais... Et c'est un genre qui a été défendu, hein. L'essayiste Mona Chollet, alors j'ai pas réussi à retrouver le passage, mais dans Faut-il réinventer l'amour, elle parle de ce genre. Elle dit qu'elle-même, elle n'est pas lectrice de romance, pour autant, elle en a discuté avec des lectrices de dark romance, et elle dit qu'en fait, c'est aussi une façon d'explorer pour certaines femmes des relations... des situations vraiment compliquées, mais qui vont finir bien. Donc il y a un espèce de, d'exutoire en fait, et de côté rassurant de vivre des situations difficiles qui vont bien finir. Mais évidemment, c'est dans la fiction, et les gens qui le lisent savent que c'est dans la fiction, savent faire une distinction entre vraie vie et fiction. Pour autant, nous, effectivement, ce qui nous gêne, c'est quand les jeunes lectrices veulent le lire parce que
oui, on se dit que peut-être qu'elles n'ont pas tous les codes et qu'on ne peut pas faire la médiation qu'on voudrait pour accompagner ces livres-là. Je crois qu'il y a une des bibliothèques de la ville qu'on a plusieurs en rayon. Et justement, on en avait discuté. Ils avaient mis donc des messages comme quoi c'était vraiment qu'à partir de 15 ans, ils pouvaient être empruntés que sur une carte adulte, etc. Et nous, ça nous est arrivé de voir une toute petite jeune de 13 ans qui arrivait avec, parce que sa maman lui avait donné sa carte, et les parents sont pas toujours au courant de ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire la médiation, mais voilà, il y a quand même une limite. Donc en tout cas, en bibliothèque, ça peut être assez compliqué. Voilà. Bon, ça c'est pour la dark romance, c'est vraiment un sous-genre particulier. Oui, on s'est un peu étendu, mais c'est parce que c'est important que sujet quand même, et surtout c'est d'actualité. Voilà. L'année dernière, on en a beaucoup parlé. Un petit peu moins, mais quand même beaucoup. Pour la romance en général, par contre, donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une vraie demande, une communauté qui se crée. Les gens, ils se regroupent, ils se retrouvent sur des sites. Donc on vous a parlé de Babelio, mais aussi sur les réseaux sociaux pour en parler, pour échanger leurs coups de cœur. Nous, au sein de la médiathèque, on a notre petit groupe WhatsApp de fans de romance où on s'échange nos conseils de lecture, ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé d'ailleurs aussi. Et ça voilà. crée des liens. Absolument. Ouais. On se retrouve là-dessus. Ouais, c'est sûr. Il y a une complicité qui se crée. Et le genre, il est très apprécié actuellement. Mais en fait, j'en ai discuté avec une copine qui me parlait en fait du fait que ces histoires, c'est des histoires écrites par des femmes, pour des femmes, et en fait, ça existe depuis hyper longtemps. Et à l'origine, les contes au XVIIe siècle, typiquement Cendrillon, Blanche-Neige, en fait, c'était des contes qui étaient racontés, c'était vraiment dans la culture orale, racontés par des femmes au coin du feu, en famille, vraiment des femmes issues de milieux populaires, des brodeuses, des fileuses, qui, en travaillant, racontaient en fait ces histoires. Et c'est des histoires qui ont été reprises et réécrites par des hommes, comme Charles Perrault, les frères Grimm ou Hans Christian Andersen, et qui ont été complètement reprises. Enfin, les histoires que nous, on connaît aujourd'hui et qui ont été écrites par ces auteurs, en fait, c'est pas du tout les mêmes qu'à l'origine. Quoi qu'il en soit, les romances, elles ont leurs aficionados et leurs détracteurs. Et comme je vous le disais dans l'introduction, on va souvent reprocher au genre d'être prévisible. Ce qui est injuste. Pour plusieurs raisons, et même nous, on dirait au contraire, c'est l'une de ses qualités intrinsèques. On vous explique. Une romance, donc on va reprocher que en fait on sait comment ça va finir, parce que évidemment le couple, les deux personnes qui ont une attraction, ils vont finir ensemble. Oui, c'est vrai. Mais en fait, dans un roman de policier, on sait aussi que le détective, le policier, il va résoudre l'affaire. Et on sait aussi que dans un roman d'aventure, le héros, il va réussir, il sera en vie à la fin, il va pas mourir malgré tous les trucs qui lui arrivent. Dans tous ces genres, en fait, c'est pas la fin qui compte, c'est le trajet parcouru pour y arriver. Et c'est là que se trouve la qualité du livre et de son auteur. C'est vraiment dans, comme vous le disait Marie plus tôt, la psychologie des personnages, le style, les dialogues, les émotions qu'on va ressentir, l'humour aussi parfois, les épreuves réalistes, les problèmes qui peuvent être posés par la société, par les proches, et la façon dont les personnages les dépassent. Et en fait, j'avais jamais remarqué ça avant de le lire quelque part, mais c'est vrai qu'en fait, on reproche jamais à un roman policier d'être prévisible. Et on peut légitimement se demander... Toi, tu trouves qu'on peut... Non. C'est que ça peut arriver qu'on me dise... En fait, j'ai repensé à quelqu'un là, qui m'a rendu un livre en disant oui, la fin, elle était quand même assez prévisible pour la femme de ménage. Voilà. Il me dit oui, la fin elle était assez prévisible, et en fait ça c'est tellement à la sensibilité de chacun. Pour le coup, pour les romans policiers, il y en a qui vont le prévoir, d'autres pas, et qui vont dire oui, mais c'est vrai que je suis d'accord, il y a personne qui va dire ah non, moi j'aime pas du tout les romans policiers, c'est trop prévisible. Ça, c'est vrai que ça arrive jamais, je suis d'accord, mais en le lisant à la fin, il y en a qui peuvent dire oui, c'était prévisible comme ça. Oui, mais alors je pense que il y a fin et fin, c'est-à-dire que effectivement ils savent que l'enquête va être résolue, qu'il va y avoir un dénouement, mais eux, ce qu'ils vont reprocher quand ils disent que c'est prévisible, c'est qu'ils ont vu venir le truc. Ils n'ont pas eu cet élément de surprise qui fait « Ah mince, je pensais pas que c'était lui, je pensais que c'était elle avec le chandelier dans la cuisine. » Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a une petite distinction à faire. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me dis, on reproche jamais à un roman policier d'être prévisible dans le sens où il va y avoir ce dénouement. Et on peut se demander légitimement si c'est le fait que les auteurs et les lecteurs dans la romance, ça soit généralement des femmes. Et ça, est-ce que cet élément, ça n'entre pas en ligne de compte dans la critique ? On reproche aussi que l'héroïne soit souvent niaise. Ça, c'est vraiment un grand classique. Et aussi une piètre qualité d'écriture.
Pour des gens qui ont l'habitude de lire plutôt de la littérature, ils vont dire ah non, je cherche quelque chose d'un peu plus avec une écriture un peu plus élaborée. Moi, je pense que c'est des reproches qui sont basés sur la production éditoriale des années 70, 80, 90. À une époque où l'édition, elle était dominée par les hommes. Et c'était eux qui passaient commande, qui étaient à la tête des maisons d'édition et qui passaient commande en se faisant une certaine idée de ce qu'était l'amour, de ce qu'attendaient les femmes, de tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté. Les autrices, elles s'amusent et elles vont vraiment proposer une offre riche et diversifiée. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et deux lectrices de romance liront pas du tout la même chose. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Et vous êtes toujours sur La Voix d'Ambroise Paré en compagnie de Colline et Marie qui, dans cette émission, font la part belle à un genre littéraire souvent dénigré, la romance. Et comme on a pu le voir précédemment, donc on a vu qu'il y avait des préjugés sur la romance, mais il faut dire que comme pour tous les autres genres, en fait, il y a des bons livres et il y a des livres plus médiocre. Oui, on n'est pas aveugle sur la question. Hein. Oui. Et bon, c'est vrai que devant l'afflux de choix dans le paysage éditorial de la romance, qu'on disait, enfin vraiment maintenant, on rentre dans une librairie généraliste, il va y avoir un énorme panel de romances mis à disposition. En facing, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et moi je sais qu'un des indicateurs auxquels les fans de ce genre se réfèrent beaucoup, c'est le trope. Le trope que va renfermer le livre. Alors, c'est quoi un trope ? Déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Trope, en fait, ça vient de trouver à la base, et on considère que c'est un schéma narratif récurrent qui résume en quelques mots l'intrigue, les personnages, les événements ou l'atmosphère d'une fiction. C'est pas spécialement pour la romance, mais c'est un terme qui est extrêmement utilisé par les fans de romance. Je dis les fans, mais également par les éditeurs, par les écrivains, qui, au contraire, s'en donnent à cœur joie de dire, voilà, je vais utiliser ce trope-là, ce schéma-ci, etc. L'utilisation des schémas à répétition, on a dit, c'est souvent reproché à ce genre littéraire car très prévisible, mais en fait c'est ce qui plaît aux amateurs du genre. On sait dans quelle situation les protagonistes vont se retrouver et ça crée un sentiment de familiarité et de confort en fait dans sa lecture. Je sais pas comment expliquer à ceux qui ne le connaissent pas, mais on sait exactement, alors oui ça peut paraître prévisible, mais en fait c'est tout l'intérêt de savoir exactement vers quoi on va se tourner. On connaît pas toute l'histoire, ça veut pas dire qu'on sait tout de A à Z, mais on sait comment ça va se terminer et ça nous rassure pour faire nos choix. On sait que ça va me plaire. Ouais, ça si c'est indiqué comme ça, je sens que ça va me plaire. C'est un peu comme lire le programme télé avant de regarder un film ou lire un guide de voyage avant de partir. Voilà, ça rassure. Voilà. Et par exemple, moi, mon trope ou schéma narratif préféré, c'est le friends to lovers. Donc c'est d'amis à amoureux. Donc, moi, je suis tout le temps à la recherche de romances incluant ce genre de schéma. Et en fait, tout simplement parce que quand je le lis, je suis jamais déçue. Ce qui me plaît, c'est de voir en fait une relation déjà très forte, ou en tout cas une relation amicale qui se crée entre deux personnages et qui évolue vers quelque chose de bien plus. Et ça semble tout à fait crédible au lecteur parce que on le voit en tant qu'amis, ils ont une alchimie indéniable et quand la séduction s'en mêle, pour moi c'est la recette parfaite quoi. Et c'est pas pour rien que ma comédie romantique préférée, c'est Quand Harry rencontre Sally. Ouais, c'est la mienne aussi. C'est vraiment un film incroyable. Alors oui, il y a aussi New York en automne, donc en plus c'est le bon moment pour en parler, moi j'adore. Mais c'est surtout la construction de l'amitié homme-femme qui est très intéressante, et d'ailleurs pendant plus de la moitié du film, il y a cette question d'amitié, et aussi est-ce que les hommes peuvent être amis avec les femmes, etc. Et après on voit la relation évoluer vers quelque chose de plus doux, et vers aussi quand les sentiments s'en mêlent, le désir, etc. Et ça évolue jusqu'au fameux quand tu réalises que tu veux passer le reste de ta vie avec quelqu'un, tu veux que le reste de ta vie commence le plus tôt possible. Voilà. Une citation de l'acteur principal. Et il faut aussi dire, donc c'est Billy Crystal qui est absolument excellente dans ce film et qui improvise beaucoup. C'est vraiment un film mais qui est hilarant et qui doit beaucoup à cet acteur-là. On vous le conseille. C'est un film qui reprend tous les codes, alors qui est une comédie romantique et qui reprend aussi tous les codes de la romance. Il y a la joute verbale entre les deux, entre Meg Ryan et Billy Crystal. Ouais, les dialogues sont incroyables. Les dialogues sont extrêmement bien faits. La photographie est incroyable. On va pas parler du film, on n'était pas venu pour ça. Non, mais voilà. Les personnages aussi secondaires. Les personnages secondaires, extrêmement importants.
Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose que je cherche après aussi, moi, dans les romans. Un peu ce même type de schéma. Ouais. Et toi, je sais que Colline, toi, tu aimes bien le trope. On en parlait la dernière fois, ouais. Enemies to lovers, donc de ennemis à amoureux. Ouais, en fait, il y en a 2 que j'aime bien et je me suis rendu compte que c'était un peu pour les mêmes raisons. Même si, celui dont tu as parlé aussi, j'aime bien, mais effectivement, d'ennemis à amoureux, ou alors aussi le fait que, donc on appelle ça le fake dating, c'est-à-dire qu'ils font semblant de sortir ensemble pour une raison X ou Y, évidemment une excellente excuse. Mais c'est qu'en fait, c'est 2 personnes qui, de base, n'auraient jamais dû être ensemble, mais qui sont forcées par les circonstances. Et en fait, ils vont être obligés par les circonstances, par la vie, de passer du temps ensemble et finalement de découvrir quelque chose à propos de l'autre. Des choses que, je sais pas, en fait, qu'on prend plus forcément le temps de découvrir dans notre société contemporaine où on s'arrête pas forcément... on s'arrête, enfin on va vite en fait. Et là c'est vraiment, on est obligé, on n'a pas le choix, on a le temps, on va discuter et on va se rendre compte qu'en fait la personne en face de nous elle est pas si pire et que même elle est même pas si mal en fait que ça. Un des grands classiques de Ennemis à amoureux, c'est Orgueil et préjugés, évidemment, qui est souvent un des livres préférés des aficionados de la romance. Hein. Ouais. En tout cas, en classique, donc Orgueil et préjugés de Jane Austen, la tension qu'il peut y avoir entre les 2 personnages qui se détestent, ou en tout cas il y a une mauvaise communication, il y en a un qui déteste l'autre il comprend pas, neutre, mais il sait pas, il est juste froid et c'est sa personnalité, et voilà, ce lien là qui se crée et qui au fur et à mesure du temps va se dénouer, et va aller vers une romance. C'est vraiment quelque chose de incroyable, quoi. Ouais. Extrêmement bien fait. Et donc là, on parlait des différentes tropes. Le trope, c'est pas d'ailleurs quelque chose qui est propre à la romance. En fantasy, par exemple, on peut trouver aussi des tropes. Le trope de la prophétie, le trope de l'élu, le trope du guerrier repenti. En fait, c'est des schémas qui reviennent souvent dans les livres. Donc je suis sûre que là, je parlais de la fantasy parce que je connais, mais je suis sûre que dans les romans policiers, il va y en avoir. Ouais, en littérature, le roman d'apprentissage. Les romans chorales. Voilà, en fait, c'est juste des schémas qu'on va retrouver. Mais c'est vrai que seul dans la romance, leur importance est si forte que les lecteurs les recherchent pour choisir leur lecture. Et d'ailleurs, les éditeurs le savent et ils s'en servent très bien comme élément d'appel. Ils n'hésitent pas à préciser quel schéma les personnes vont le trouver sur la couverture ou directement dans le résumé. Par exemple, moi je viens de finir un roman publié chez Albin Michel qui s'appelle Amber Falls d'Alicia Garnier. Et sur la couverture, presque comme un sous-titre, il y a marqué Amber Falls et juste en dessous il y a marqué une romance small town. Donc ça veut dire une romance qui va se passer dans un petit village où tout le monde va se connaître. On sait que l'ambiance, ça va être ça, l'ambiance de ce roman. Au-delà de la romance, ça va être, on va être dans une petite ville où on va connaître tout le monde, le fleuriste, le boulanger, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde, et il y aura le libraire timide et le gérant du café grognon, et voilà. Donc ça, c'est la particularité en tout cas, je trouve, dans l'édition, d'avoir ces schémas qui sont vraiment mis en valeur. Ça, on s'en cache pas. On le dit clairement et c'est chouette parce que moi ça me permet en tout cas de savoir exactement vers quoi me tourner pour ne jamais être déçue, et je le suis presque pas. Et on peut le voir en fait par exemple le small town, on peut y voir aussi des petites villes, des avantages aussi. Enfin, moi quand je pense à ça m'évoque effectivement une famille un peu choisie, c'est-à-dire que souvent l'un des 2 personnages il vient de cette ville-là, en revanche l'autre il débarque, et en fait s'il débarque c'est que il a pas forcément de proches, il va être un peu seul, et soit sa famille, il en a plus, soit en fait il est en froid avec eux, et il va découvrir ces gens qui vont l'accueillir et qui vont constituer une seconde famille en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment super aussi à voir du point de vue de la psychologie. Ouais. Donc pour moi, c'est vrai que c'est pas que des outils. J'en discutais avec quelqu'un qui disait que c'était surtout des outils marketing en fait. Et moi, je suis pas d'accord. C'est vraiment je suis pas d'accord non plus. Un élément. Ça, c'est devenu un outil marketing. Oui. Mais ça aide vraiment les lecteurs à sélectionner et à y voir plus clair, en tout cas, dans leur choix. Alors bon, c'est vrai qu'on l'a évoqué, seulement quelques schémas qui sont présents dans les comédies romantiques, mais bon, on sait, même dans les romances, toutes les histoires ne finissent pas bien. J'en ai parlé dans Rebecca, de Daphné du Maurier. Pas d'informations supplémentaires, mais voilà, on lit aussi des romances qui ne se terminent pas toujours bien. Et d'ailleurs, j'ai cherché des chansons avec un peu des
des tropes positifs. Mais bon, en tout cas, mes chanteuses préférées, elles ont un don pour écrire des belles histoires d'amour, mais qui finissent mal. Donc je pense que si la prochaine chanson avait un trope, ce serait d'amoureux à rien du tout, parce que tu m'as quitté pour une autre et que maintenant je suis très triste. Voilà, profitez donc de Driver's License de Olivia Rodrigo. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré avec Colline et Marie. Et vous venez d'écouter Driver's License d'Olivia Rodrigo. On va finir cette émission par nos recommandations, nos derniers coups de cœur romance, pour que vous ayez quand même quelques livres à lire en repartant peut-être. Donc moi je vais vous parler de 2 autrices, une autrice classique et une autrice contemporaine, mais qui toutes les deux ont un élément social très présent dans leurs romans. Je vais commencer avec l'autrice contemporaine qui est Abby Jiménez. On a 2 livres dans le réseau des médiathèques, un en français, Ton monde est le mien, et un en anglais, Yours Truly, qui est mon préféré. Elle est très peu traduite encore en français pour l'instant. J'ai regardé, il y a 3 livres qui sont publiés. Donc un qui vient de sortir cet été et qui est absolument génial. Voilà, mais bon, dans tous les cas, moi je suis assez confiante. Je pense que ces livres progressivement ils vont être publiés là, parce que vraiment elle commence à se faire connaître de plus en plus. Je vais vous parler de celui qui est disponible en français, Ton monde est le mien. C'est l'histoire d'Alexis et Daniel. Alexis, elle est chirurgienne, elle vient d'une famille ultra riche et elle a subi beaucoup de pression en fait familiale pour être chirurgienne et pour être surtout la meilleure chirurgienne. Dans l'idée de ses parents, il faut absolument qu'elle reprenne la dynastie, qu'elle devienne directrice d'hôpital et elle, tout ça en fait, ça la stresse énormément intérieurement. Elle a beaucoup d'anxiété à ce sujet et un jour en fait, elle se rend à un enterrement et sur le retour enterrement d'une grande tante, hein, rien de très pas quelqu'un de très proche et elle va rencontrer, elle a un petit accident, elle essaie d'éviter un raton laveur et elle rencontre Daniel qui est donc charpentier, qui va l'aider. Il est aussi maire d'une petite ville, donc on retrouve le trope du small town dont on parlait et en fait ils ont 10 ans d'écart. Et cette relation qui est hyper simple en fait et qui se crée assez facilement, les obstacles qu'ils vont rencontrer tous les deux, c'est effectivement cet écart d'âge. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que vraiment je vais être avec un petit jeune de 10 ans de moins que moi ? Est-ce que je suis pas en train de faire une énorme bêtise ? Est-ce que lui en fait il est sûr qu'il est amoureux de moi ? Et puis c'est aussi donc du coup cette famille toxique d'Alexis qui va se mettre vraiment sur leur chemin et c'est comment en fait ils vont arriver à vaincre tout ça et mais c'est en fait vraiment les personnages qui vont se poser ces questions-là et qui vont évoluer et qui vont vraiment prendre les décisions pour prendre leur vie en main. Toi, tu l'avais lu celui-là ? Oui, je l'avais lu. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, c'est une série alors qui peut se lire un petit peu dans le désordre. Oui. Mais en fait, de roman en roman, on suit un nouveau couple. Donc dans Yours Truly, on suit un autre couple. Mais il y a toujours un lien avec le couple précédent. Donc soit c'est l'ami, soit c'est... là, je crois que dans le deuxième, c'est le protagoniste masculin remplace... Alexis à l'hôpital. Enfin, il y a une histoire comme ça. Ah oui, voilà. C'est possible. Ouais. Et moi, je trouve ça. Donc, je les avais lus dans le désordre et c'est toi qui m'avais dit non, faut que tu les lises. Le premier, il est bien et tout. Donc, on en avait discuté. Et oui, moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais. J'aime beaucoup le fait de pouvoir suivre les personnages. Après, on continue à les suivre. Alors que pour moi, c'est pas un argument. Souvent, je sais plus qui c'est. Non, mais tu sais que... Alors, souvent, c'est anecdotique. Mais dans le second, quand tu retrouves Alexis et Daniel, tu dis « Ah, c'est vrai, je me rappelle !» Et tu vois un petit peu ce qu'ils sont devenus. Moi, c'est mon petit cœur sensible, ça. J'aime savoir ce qu'ils sont devenus et que tout va bien pour eux. Et moi, ce que j'aime vraiment, du coup, c'est qu'il y a un élément sociétal qui va s'y mêler. C'est vraiment des gens qui ont des trucs dans la vie, qui sont pas faciles. Alors ça peut être effectivement le problème de la famille, ça peut être qu'ils sont aidants pour quelqu'un, ça peut être vraiment maladie mentale aussi, notamment il y a vraiment plein de sujets qui vont se poser et qui vont être traités, mais vraiment de façon très très fine. Et ensuite, donc je vais vous parler de
Non, je vais parler aux fans d'Orgueil et Désolé, je vais pas vous présenter Orgueil et Préjugés, tout le monde le connaît. Néanmoins, pour les fans, je vais vous donner un conseil, c'est qu'il faut lire Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Nord et Sud, c'est vraiment quand Jane Austen rencontre Émile Zola. Tu sais que je l'ai pas lu. J'ai vu la mini-série. Mais quelle chance sur la BBC, mais je l'ai pas lu. Donc je vais voir si tu me donnes envie de lire. Ok, alors la pression est là. Mais vraiment, ouais, moi j'ai adoré. Donc c'est l'histoire de Margaret Hale, qui est la fille d'un pasteur qui travaille dans le sud de l'Angleterre. Et donc du coup, le père va leur annoncer qu'il déménage au nord de l'Angleterre. On est en plein début de la révolution industrielle. Et quand Margaret débarque dans le nord de l'Angleterre, pour elle, c'est vraiment un choc culturel, un choc sociétal. Elle rencontre tous ces ouvriers qui sont vraiment abrutis par le travail. Il y a vraiment, on parle des rapports de force entre ouvriers et patronat, la brutalité de ces rapports, la brutalité du monde du travail. Et ça va vraiment, le personnage principal, beaucoup la choquer, et elle va rencontrer un patron qui va être évidemment l'élément, comment on dit ça ? J'ai perdu le mot. Qui va être son intérêt amoureux ? Je sais pas si c'est très bon. C'est la personne pour laquelle il va y avoir une attraction. Et là, on est vraiment sur le trope ennemi amoureux. C'est-à-dire que de premier abord. Pour ceux qui nous retrouvent, trope, c'est le schéma narratif un petit peu qu'on va retrouver. Donc ça s'écrit T-R-O-P-E. Et c'est le schéma un petit peu classique de la romance qu'on va trouver. Voilà. Et donc au départ, ce patron imbu lui-même qui comprend rien à ce que peuvent vivre ses ouvriers, il va lui sortir par les yeux à Margaret. Il va y avoir vraiment des débats entre les personnages. Ça va vraiment parler de conditions de travail, de morale en fait. Et c'est vraiment absolument génial. Les personnages, ils sont géniaux. Non, mais c'est hyper bien écrit. C'est hyper intéressant du point de vue historique aussi. Elle nous emmène vraiment là-dedans. Elle prend fait et cause. Et ouais, vraiment, si tu l'as pas lu, je te le conseille parce que, alors, c'est une petite somme. Hein, je l'ai amené avec moi là. Il fait 650 pages. C'est pas comme ça que je vais vous le vendre, mais il est vraiment super. Il se lit vraiment très vite. Et puis c'est une bonne alternative justement pour les fans qui demandent un petit peu des romances classiques, mais qui viennent de finir Orgueil et Préjugés et qui veulent justement sortir un petit peu. Moi, quand elles me disent qu'elles ont fini Jane Austen et qu'est-ce qu'elles peuvent lire d'autre, Elisabeth Gaskell. Très bien. Alors moi, mon dernier coup de cœur, mais alors vraiment rien à voir. Mais c'est mon dernier coup de cœur ultime. Ça vient de la reine de la romance contemporaine aux États-Unis, qui s'appelle Emily Henry. Alors, Emily Henry, vous allez en entendre parler parce que c'est l'autrice à succès de Comme dans un roman d'été, qui va bientôt être adapté en film, et People We Meet on Vacation, qui va être adapté en film en début d'année 2026 sur Netflix. Et je sais que c'est une adaptation que les fans de romance attendent avec impatience. Je confirme. Voilà. Et donc elle a pas mal de titres maintenant à son actif, elle doit en avoir 7, 8. Ouais. Voilà. Et on vous a pas traduit le titre parce qu'en fait en français il est aussi en anglais. Voilà. Des fois quand on traduit pas, c'est que en français vous allez le trouver exactement de la même manière. Et c'est le cas d'ailleurs de mon livre préféré, qui s'appelle Funny Story. Donc Funny Story, qui a été publié cette année chez Hauteville. En Funny Story, voilà, tout simplement. Ouais. Et donc Funny Story, c'est l'histoire de Daphné, une jeune bibliothécaire jeunesse. Donc déjà, très bon point pour la représentation de notre métier. Et Daphné, la pauvre, elle vient de se faire larguer par son fiancé. Et elle va se trouver en colocation avec Miles, l'ex de la femme pour qui son fiancé l'a larguée. Voilà. Ouais, donc, déjà, faut suivre. L'histoire pour commencer. Donc le pitch de départ part comme ça. Alors surtout que les deux, ils ont vraiment rien en commun. Elle adore la lecture. Lui, il reste enfermé à regarder des séries dans sa chambre toute la journée. Ok. Mais ils ont quand même en commun un cœur brisé et une bonne dose de rancœur. Et à force de se côtoyer, une amitié improbable va naître entre les deux. Et pourquoi pas se développer en romance. Donc on revient toujours à ma passion pour les amis qui deviennent amants. Mais alors là, c'est tellement plus encore. De l'ambiance à la relation entre les protagonistes, en passant par les personnages secondaires. Vraiment, dans ce roman, j'ai tout aimé. C'est pas compliqué, j'ai tout aimé. Je suis pas sûre de rendre justice au livre en citant quelques phrases sorties de leur contexte, mais je peux pas m'en empêcher quand même. Vous devriez voir la tête de mon livre. Il y a, je pense,
allez, peut-être 50 post-it. Promis, je vous lis pas tout. Et tu n'as pas précisé, les post-it sont en forme de cœur. Oui. Voilà. Bah oui, hein, on aime la romance jusqu'au bout. Hein. Oui, alors moi ce que j'aime vraiment, c'est la manière dont elle écrit ses personnages, et notamment le personnage masculin, le personnage de Miles, qui est... Je sais pas si ça existe des hommes comme ça dans la vraie vie, mais il est incroyable, et donc voilà, on suit plutôt Daphné qui va parler de lui, et donc par exemple elle va dire des choses comme il m'embrasse le sommet du crâne comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. Voilà. Et ça, ils sont encore amis, donc il y a beaucoup de citations que je vais dire où c'est vraiment juste leur amitié qui se développe au fur et à mesure. Donc ce n'est plus une petite distraction, ni une relation pansement. Il est devenu important pour moi. Et si ça foire entre nous, on n'aura plus ni l'un ni l'autre de place où s'enfuir. C'est beau quand même, j'adore. Et peut-être une dernière ? Oui, une toute petite dernière. Attends, je choisis bien. Alors, elle hésite, hein. Elle regarde ses cœurs. Ah, franchement, j'en ai tellement. Ouais. Allez, je me lance. Au fond de moi, j'attends le moment où tu verras ce qui fait fuir les gens. Et je ne veux pas que tu ne veuilles plus de moi. Je crois que ça me briserait le cœur d'être quelqu'un que tu n'aimes pas. Et voilà, c'est surtout ce que j'aime, c'est leur amitié qui se développe après, mais vraiment pendant 75% du roman, on voit leur amitié qui évolue, et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Voilà. Allez, on enchaîne avec un dernier petit intermède musical, I Love You de Billie Eilish. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. On espère vous avoir fait découvrir la romance sous un autre jour et avoir attisé votre curiosité, ou au moins avoir pu vous faire voir la romance sous un jour un peu plus charitable. N'hésitez pas à regarder dans nos médiathèques, papier ou numérique, et à nous demander conseil, nous serions heureuses de vous aider. Merci d'avoir suivi cette émission, on espère vous avoir distrait pendant 1 heure. À présent, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et notre page Facebook. On vous souhaite un bon rétablissement, retour rapide à la maison et une bonne fin d'après-midi. Merci à toutes et à tous. Au revoir. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.